Bien bonjour, bon vendredi à tous, madame, monsieur. Nous sommes donc en fin de semaine et c'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression titre sur le nord-ouest et le sud-ouest. Sécurité renforcée autour des sous-préfets. C'est le grand titre du journal. Le journal fait savoir qu'au moins 40 éléments de forces de défense et de sécurité armés jusqu'aux dents sont désormais à la disposition de chaque chef de terre. C'est en page 3 du journal. Et on parle également du bureau de vote. Joshua aussi met en garde Élections de Cameroun. Le candidat à l'élection présidentielle dit non aux stratégies mises en place par Élections Cameroun pour changer les bureaux de vote en centre de vote dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est dans le journal en page 2 de ce matin. Le même journal parle de la crise anglophone avec des leaders qui écrivent donc à Manche BBC et Félix Ngalim qui est incarcéré donc à la prison de Konengi tendent la main à Tangandi pour un retour à la paix dans les régions anglophones. C'est en page 4 de ce numéro. Et puis, campagne électorale, Cabral Libi répond au sous-préfet. Dans une communication, il a réaffirmé que son meeting prévu le 23 septembre 2018 au stade de Kansikam à Douala aura bel et bien lieu. C'est ce qu'on lit en page 5 de ce journal qui parle également de turbulences politiques. Le chasseur du lion, dévoré par le lion, Jean-Jacques Ekindi a déclaré soutenir Paul Biya durant l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Donc, un revirement des revirement spectaculaire, c'est ce que dit le journal donc en page 3 de ce numéro. Le journal L'aide du Sahel qui est dans les kiosques parle de présidentielle 2018, l'univers de Cabral, Libye dans le septentrion, des visages bien connus des populations qui vont donc s'occuper ou tout au moins l'accompagner dans cette campagne, au cours de cette campagne dans le septentrion. Ce sont les représentants de cette formation politique qui sont également contenus dans le journal ce matin. Chacun dit ce qu'il pourra faire pour son candidat. Cabral Libye, le journal parle de la CAN 2018, 60 km de route à Bitumé à Garoua, c'est en page 3. Et puis, on parle également de Maroua avec le ministre de l'Urbanisme qui aménage la voirie urbaine pour accueillir Paul Biya. C'est en page 3 du journal L'Œil du Sahel ce matin. Info Matin parle du tribunal de première instance de Yaoundé, un mandat d'arrêt contre Peter Essoka, c'est le grand titre du journal. Le journal s'intéresse également à la grande manœuvre avec Jean-Jacques Ekindi qui se rallie donc à Paul Biya. C'est dans le numéro de ce matin. Et puis, toujours dans le cadre de la présidentielle, on parle de la Ligue qui promet 100% à Paul Biya. C'est ce que dit le journal, donc en page 9 de ce numéro. Dans les kiosques ce matin également, il y a l'essentiel qui est disponible, ce que les citoyens attendent des candidats au scrutin du 7 octobre prochain. C'est à découvrir dans le dossier proposé par l'essentiel et d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Le journal Mutation qui est dans les kiosques parle de travail et sécurité sociale, l'option des réformes, la tentation des grèves, c'est à lire dans le journal ce matin. Puis le ministre Grégoire Ouona qui s'exprime donc sur le salaire minimum, l'assurance maladie et bien d'autres faits importants concernant la population dans le dossier proposé par le journal en page 13 de Mutation ce matin. Le journal parle également de Penda Ekoka. Pourquoi je soutiens Kamto? C'est en page 7 de ce numéro. Le messager qui est dans les kiosques parle donc de mouvement du personnel, tremblement de terre au ministère des Finances. C'est à lire dans le dossier en page 5. Le journal s'intéresse aussi à Peter Essoka de nouveau donc sur des braises dans le journal en page 6. Ce journal est dans les kiosques également ce matin. Joshua aussi, Paul Biya veut la sécession de 8 régions. C'est ce que dit l'homme politique, le candidat à l'élection présidentielle. Continuons dans le même journal. Le messager de ce matin. Le quotidien de jour parle du bilan. Paul Biya se livre finalement, donc comprendre justement pour le libéralisme communautaire. Nouvelle édition. Aujourd'hui, livre bilan. Et ce qu'on peut également retenir, c'est un rêve comme politique, donc dit aujourd'hui pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il avait dit par le passé et qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici. C'était un rappel des mémoires et avec également ce qu'il a pu réaliser dans le journal, dans le livre en question. Et le journal a repris en tout cas quelques éléments pour présenter au grand public. C'est dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin parlant de la présidentielle 2018. Penda Ekoka choisit Kamto et en même temps on parle de l'alliance, la main tendue de Jean-Jacques Ekindi. C'est ce que dit le journal. Cameroun Tribune parle de campagne électorale. Le kick-off demain, samedi, avec les différents candidats
candidats qui vont donc affronter donc les électeurs sur le terrain pendant 2 semaines. Les 9 candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain vont donc présenter leur projet de société en vue de rafler les suffrages des électeurs, donc lire le dossier de la page 6 à la page 9 du quotidien bilingue Cameroun Tribune, disponible dans les kiosques ce matin, et d'autres informations aussi. Et puis le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle des prises en charge, déficit de financement, de la santé mentale au Cameroun, c'est dans le journal également ce matin, d'autres informations aussi. Et on va poursuivre et terminer donc avec le journal L'Essentiel, qui est signature, pardon, qui est dans les kiosques, qui parle de la présidentielle 2018. Le sprint final, c'est le grand titre du journal, qu'on peut dire que tout le monde attend, bien entendu, les dernières minutes, les dernières secondes pour donner le ton et commencer donc à faire le tour des différentes localités du pays à la recherche des voix. Ce sont là les candidats qui le feront. Voilà ce que le journal propose ce matin et bien d'autres tabloïds qui sont disponibles dans les kiosques qui vous permettront d'être parfum de l'actualité. Viviane Djili, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, il y a Georges Simé, bonjour. Bonjour à vous, M. Ndongo. Bonjour à Hervé Villa et à tous les inconditionnels de ce programme. Merci. Avec vous, nous faisons un tour dans les tabloïds. La nouvelle expression qui parle du nord-ouest et du sud-ouest. Sécurité renforcée autour des sous-préfets. Au moins 40 éléments de forces de défense et de sécurité, désormais, autour de ces administrateurs. Oui, il faudrait bien que l'on renforce la sécurité autour des sous-préfets. Si on voudrait justement qu'ils restent sur place. Quand on sait que ces 2 derniers mois, la crise anglophone dans cette partie, la crise anglophone a connu un pic. Il faut connaître quand même que les violences sont croissantes. Et du coup, ça inquiète tout le monde. Vous vous souvenez effectivement que beaucoup de sous-préfets avaient fui depuis l'assassinat du sous-préfet de Batibo. Ceux-là qui ont la charge, n'est-ce pas, de gérer, de s'assurer de la gestion du territoire dans ces zones-là sont vraiment menacés parce que vous savez que ceux qui revendiquent la sécession des séparatistes, du moins, veulent justement, sont en train de vouloir désobéir au gouvernement du Cameroun et du coup, pour que les instructions du gouvernement soient plus respectées. De ce côté-là, il faudrait bien qu'on leur menace la vie des sous-préfets et qu'on menace de les tuer, comme on en a déjà tué 2 dans cette partie du Cameroun. Du coup, il y a des raisons que ceux-là aient pu avoir peur pour leur vie. Et du coup, vous vous souvenez également qu'il a fallu bien que le ministre sorte de l'administration territoriale puisse se menacer également avec le départ, avec l'abandon de service de près de 15 sous-préfets. Et il était question justement qu'il puisse reprendre fonction. Et vous savez que l'instinct grégaire est l'instinct qui anime tous les hommes, et tous les êtres humains, tous les êtres vivants, autant pour moi, et à plus forte raison les hommes. Donc du coup, personne ne pouvait rester dans cette région-là avec les violences qu'il y a en cours en ce moment. Surtout que vous savez qu'il y a quelques jours, quelques semaines encore, le cortège du ministre délégué chargé des forces armées, du moins la défense autant pour moi, chargé de la défense avait été attaqué. Nous était le fait qu'ils étaient dans un blindé avec les généraux et autres, lui-même il aurait péri. Vous imaginez que l'on menace la vie du ministre de la Défense, à plus forte raison celle des sous-préfets dont il était question, que l'on s'assure effectivement que ceux-là sont en sécurité et qu'ils pourront effectivement résider là-bas. Auquel cas, on dirait leur bureau devait être le no man's land, devait abandonner le territoire parce que les violences ont connu un pic très important ces derniers jours. Très bien. À côté de ce que le journal rappelle, en fait, ou donne comme information, c'est-à-dire la sécurité renforcée des sous-préfets auprès des sous-préfets et permettre également aux candidats, différents candidats, puisque nous sommes en période électorale, les candidats qui vont sillonner ces différentes localités devront également être en sécurité. On a entendu le patron de l'administration territoriale le rappeler quand même au gouverneur lors de la dernière session. Il était question d'assurer la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après. Donc il fallait donner le chronogramme des activités aussi. Tous ces éléments, puisqu'on parle de 40 éléments par localité ou par arrondissement, c'est des gens bien armés, les éléments du BI précisément. Bien, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets sont des maillons essentiels dans le dispositif de sécurité de la préfectorale, ou alors si vous voulez de la territoriale. Et dans le cadre d'abord de la crise anglophone, je pense que c'est une bonne mesure de renforcer la sécurité, même si selon moi, j'estime que c'est une mesure qui est arrivée assez tardivement, au moment où, comme le disait Hervé Villandilé,
plusieurs sous-préfets et d'autres commandants des unités administratives ont pris le large de peur de se faire lyncher tout simplement par les sécessionnistes. Malheureusement, cette décision arrive extrêmement tard, alors qu'il y a déjà eu des abandons de postes. Je ne vais pas revenir sur cette note du secrétaire général de la présidence qui rappelle à ces hauts fonctionnaires de regagner leur poste alors que le climat d'insécurité était encore palpable dans ces zones. Donc, si aujourd'hui on en arrive à renforcer, à ce renforcement de sécurité, je crois que c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est en ce qui concerne la crise anglophone elle-même. Mais la crise anglophone impacte également les élections qui vont se dérouler dans ces deux régions. Et ce renforcement de sécurité se justifie également. Mais est-ce que, en ayant augmenté le nombre de personnes qui veilleront à leur sécurité, donne assez de garanties pour qu'ils ne soient pas attaqués? Parce qu'on sait que quand même les sécessionnistes ne reculent devant rien. Et il y a 2 semaines, ils ont promis de s'attaquer à tous ceux qui viendront organiser les élections dans ce qu'ils appellent leur territoire. Est-ce que cette augmentation d'effectifs garantit effectivement qu'il y aura cette sécurité autour des sous-préfets? C'est ce qu'on attend de voir, parce que sur le terrain opérationnel, c'est quand même extrêmement difficile d'assurer la sécurité de ces personnes qui sont même les premières cibles des sécessionnistes, en dehors de toute l'armada de l'ECAM qui va se déployer sur le terrain et les candidats à l'élection présidentielle qui viendront avec leurs états-majors. C'est une bonne mesure, mais elle arrive tardivement dans le cas de la crise anglophone, mais plutôt opportunément en ce qui concerne la protection des biens et des personnes dans le cadre de l'élection présidentielle. Très bien. Alors, donc, au moins 40 éléments de force de défense et de sécurité selon les sources du journal La Nouvelle Expression, parlant de la sécurité renforcée autour des sous-préfets, c'est à lire en page 3. Et puisqu'on parle d'élections et autres sécurités, on parle également des bureaux de vote, avec Joshua aussi, qui met en garde Elections Cameroun à la suite de cette transformation des bureaux de vote en centre de vote. Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, le problème, la différence, c'est que en fait, dans la région anglophone où il y a la crise, on recensait presque 800 bureaux de vote, du moins. Et aujourd'hui, on en a concentré ces bureaux de vote compte tenu on parlait tout à l'heure des pics des violences et des attaques incessantes. On a transformé ces bureaux de vote en centres de vote. Aujourd'hui, on a près, je crois, 345 ou 348, quelque chose, environ près de 300 aujourd'hui, pour permettre que les gens puissent venir voter. C'est à ce niveau-là que je suis aussi pour sortir. Sauf que j'ai l'impression que soit nos responsables, en fait, ceux-là qui veulent briguer la magistrature, ne comprennent pas les enjeux. Du moins, ils pensent que ce sont des stratégies mises sur pied par le MENAT pour pouvoir tripatouiller les élections. Parce que quand on sait que voter, dans tous les cas, dans ces régions, sera difficile. Et du coup, je peux comprendre également son coup de colère, parce que quand on va demander quelqu'un de se déplacer après des 30-40 km pour venir voter dans un centre de vote, parce qu'on a créé un centre de vote dans un espace qui est suffisamment sécurisé, ce sera difficile. Et du coup, il peut se plaindre parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront pas venir voter. Et du coup, ce sont des voix qui sont en train de perdre, des voix qui pourront peut-être certainement leur permettre de battre le président aujourd'hui, le président actuel encore en place. Donc du coup, on peut comprendre le cri de colère de Joshua. Sauf que il y a quand même un élément important que vous devez noter, c'est que la sécurité avant tout. Et si on accepte d'organiser les élections présidentielles dans ce contexte, c'est parce qu'il faudrait également accepter tous les aléas qui vont avec. Et c'est sur ce plateau depuis le début, il y a depuis 2 ans, que nous décrions le fait que les élections ne pourront pas s'organiser sur l'ensemble du territoire, au sens propre du terme, parce qu'avec la montée des crises, il sera difficile aujourd'hui, avec des villages qui ont été rasés par cette crise et le déplacement massif des populations, que les élections se tiennent encore comme par le passé, parce que le territoire n'est pas entièrement sécurisé. Le territoire est miné. Et du coup, vous comprenez qu'en vivant dans cette partie-là, quand vous allez aujourd'hui à Batibo, qui est devenu une ville fantôme, vous allez dans d'autres régions, Ekinumingui par exemple, qui est devenu un village fantôme, vous comprenez qu'on ne pourrait plus créer un centre de vote dans ce côté-là. Du coup, il faudrait le mettre là où c'est sécurisé. Donc, du coup, c'est le cri de colère de Joshua aussi qui estime, parce que vous savez quand même que cette partie-là était comme un bastion du SDF. Même si on connaît que dans le Nord-Ouest, le SDF, par le passé, avait perdu des élections, mais il faut quand même reconnaître que la majorité de la population de ce côté-là était acquis au SDF, qui aujourd'hui estime qu'ils ne pourront pas aller voter. Du coup, c'est un manque à gagner. Très bien. Donc, on peut faire le tour également du sujet ce matin avec ce cas, bureau de vote, Joshua aussi qui met en garde Elections Cameroun. Et en même temps, il y a le journal Essentiel qui demande ce que les citoyens attendent, bien entendu, des candidats.
Écoutez, j'aimerais d'abord réagir sur la sortie de juge Orsi, sur les bureaux de vote. Je crois qu'il est quand même aujourd'hui face à un incroyable dilemme, c'est-à-dire celui de maintenir les bureaux de vote tels que c'est contenu dans la liste qui a été rendue publique par elle-même, ou alors les réduire afin de préserver l'action électorale dans les régions du nord, dans le nord-ouest et du sud-ouest. Respecter la liste établie dès le départ, c'est-à-dire les près de 1000 bureaux de vote dans les deux régions, je crois qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible vu le climat d'insécurité qui sévit encore dans ces deux régions. C'est la raison pour laquelle Elecam, que je ne défends pas d'ailleurs, a préféré concentrer les bureaux de vote en les appelant les centres de vote qui concentrent plusieurs bureaux de vote qui devaient appartenir à l'une ou l'autre région. Ça permettrait d'abord d'éviter les attaques décisionnistes, mais aussi de permettre qu'il y ait élection dans ces deux zones au lieu qu'il n'y ait pas du tout. Mais ça a un côté négatif pour le candidat SDF. Vous savez que dans la région du sud-est, le SDF est la deuxième force politique après le RDPC. Mais dans le nord-ouest, toute élection confondue, c'est le premier parti devant le RDPC. Et le fait qu'on procède plutôt à des concentrations des bureaux de vote en créant des centres de vote, je crois que ce sera extrêmement préjudiciable à Joshua qui est le candidat du SDF sur la mobilité de ses votants, des votants pro-SDF. Et c'est la raison pour laquelle donc, il a effectué cette sortie après qu'il ait déjà obtenu avec son parti qu'on démantèle les bureaux de vote dans le haut palais de l'unité, dans les chefferies et dans les casernes militaires. Il engage alors cette décision de James Salinge, espérant que l'ECAM va consentir à ces désidérata. Maintenant, sur la une de l'essentiel, qui porte sur ce que les attendent des candidats. Écoutez, on attend des projets de société convaincants. Il y a eu une période de pré-campagne où certains leaders se sont amusés à donner des avant-projets où on a eu des promesses absolument incroyables. Je vais prendre une seule, ce n'est pas pour desservir le candidat du SDF. Il a promis faire passer le salaire minimum interprofessionnel garanti de 160 000 francs jusqu'à 300 000 francs en 5 ans. Je crois que lorsque on est quand même challenger d'un président de la République, lorsqu'on aspire à la fonction présidentielle, on devrait proposer aux électeurs des programmes réalistes, des projets réalistes. Et je lui ai posé la question, selon laquelle, lorsqu'il dévoilait son projet de société, comment allait-il faire, non seulement pour ramener le nombre de ministères à 20, comment allait-il faire pour réévaluer le SMIC jusqu'à 300 000 francs, de 160 000 francs à 300 000 francs. Il nous a donné des arguments assez convaincants. Mais je crains que ce type d'argument sur le plan technique ne soit réalisable. Alors, ça fait partie de ces promesses qui ont été dévoilées par certains candidats qui ne répondent pas du tout à la réalité même de la gestion d'un État. Et s'il fallait donner mon avis sur le choix que devaient porter les électeurs sur les candidats, je leur rappellerais tout simplement à voter des candidats qui vont leur proposer pas la lune, mais au moins des choses réalisables qui leur permettront d'avoir du crédit. Parce que lorsqu'on vous dit qu'on va faire passer le SMIC jusqu'à 300 000 francs sur 5 ans, ça va créer d'abord un séisme au niveau de la fonction publique, mais on est à se demander est-ce que c'est techniquement possible. Donc pourquoi pas. Il vous a dit comment est-ce qu'il allait. Oui, c'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je dis que est-ce que c'est techniquement possible. C'est mieux de voter pour ceux qui proposent des programmes réalisables que de voter ceux qui vous proposent monts et merveilles qui ne réaliseront jamais, alors qu'ils s'aspirent même à remplacer ceux qui ont déjà promis ça et qui ne sont pas du tout arrivés. Le journal parle de toute façon de ce que les citoyens attendent, bien entendu, les différents candidats. C'est ce qu'on sait qu'il faut proposer quelque chose de positif pour l'amélioration des conditions de vie de ces derniers, puisqu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir voir un Camerounais lambda qui vit moyennement. Oui, mais bien sûr, je vais faire un clin d'œil à tous les chrétiens en disant que pour être fidèle aux grandes choses, il faut d'abord être fidèle aux petites choses. Comme pour dire que pendant la campagne, je pense que les différents candidats devront s'atteler d'abord, devront faire sienne. Les différents candidats devront faire sienne cette petite pensée chrétienne qui invite les uns et les autres d'abord à respecter la parole de nous. Je pense que c'est là où va se situer le contrat qu'ils vont signer avec les différentes populations, à travers les différents programmes qu'ils vont présenter pendant la campagne. Tu sais, vous savez, il n'est pas question de paraître, de prendre la forme de l'ange alors qu'on ne l'est pas. Je pense qu'ils devraient être présentés tout simplement comme ils sont, en jurant la main sur tout ce qu'ils proposent comme projet doivent le réaliser. Et surtout, quand on sait que dans ce pays, pendant plusieurs années, nous avons souvent souffert, on n'a pas besoin tout d'un coup d'un bâton magique
c'est difficile de transformer le Cameroun d'un bâton magique. Il faut qu'ils disent la vérité aux Camerounais en leur disant que ce sera très difficile de transformer le Cameroun d'un coup de bâton magique. Donc, il y a du travail à faire. Mais nous commencerons à faire d'abord ceci. Et pas à pas, nous y arriverons si nous croyons. Je pense que le discours est assez réaliste que de dire aux gens, on va vous amener, on va venir sur Mars, alors qu'on est incapable de vous transporter à dos pour faire l'ascension du Mont Cameroun. Ok. Alors, autre actualité qui fait le tour de la presse ce matin, il s'agit bien entendu de cette turbulence politique, parlant notamment de la nouvelle expression qui parle du chasseur du lion dévoré par le lion lui-même. C'est dans la nouvelle expression, c'est comme ça que le journal titre ce matin. Le journal parle également donc de Jean-Jacques Ekindi, qui fait un revirement des situations. Bref, les observateurs estiment qu'il retourne simplement à la case départ. Écoutez, il y a eu plusieurs commentaires après son soutien au candidat du RDPC. Certains ont parlé, on dit qu'il s'est fait bouffer par le lion. D'autres disent qu'il a été ramené en cage, dans la cage du RDPC. Et d'autres parlent même d'un retour à la maison. Mais je crois qu'on se souvient quand même qu'en 2004, M. Ekindi avait soutenu le SDF. Il avait soutenu le SDF contre M. Biya. Et il nous a donné des arguments constructifs, chronologiques, qui ont milité en faveur de son choix. Il a dit dès le départ qu'il allait examiner de façon très très profonde les candidats, les projets de société des candidats. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, lors de la conférence de presse qu'il a donnée hier, il a relevé les tares et les manquements de chaque candidat, que ce soit Kéré Mouna, Joshua Oshi et les autres candidats, et Karbala Libi même. Et il a dit une phrase que j'ai retenue, que le président Paul Biya était celui qui était à même de remporter cette élection lorsqu'il a revisité son projet de société, le tout nouveau, qui parle du libéralisme communautaire, le nouveau libéralisme communautaire. Alors, il ne s'agit pas d'un retour à la case de départ ou alors au sein du RDPC, parce que le mouvement progressiste existe toujours, et il a tenu à préciser encore hier que si ces desiderata n'approuvaient pas l'assentiment du RDPC, il allait revenir, il allait rester dans sa posture de président du MP. Parce qu'il a formulé certaines recommandations qui ne cadrent pas du tout avec le programme politique du candidat du RDPC, notamment sur la forme de l'État. Monsieur Kindili, il y a tout ça, on observe quand même que ça va créer des secousses, en tout cas au sein de cette formation politique. Bien, l'argument qu'il a tenu hier, c'est qu'il a rassemblé tout son amanda de conseiller, son bureau politique, tout son état-major, et ils ont mûrement réfléchi cette décision qui a conduit à son soutien au candidat Paul Biya. Il s'agit tout simplement d'un soutien, il ne s'agit pas d'une alliance, et suivant les désiderata qu'il a formulés. C'est une main tendue donc? C'est une main tendue parce qu'il a dit qu'il va battre campagne comme au côté du RDPC, le quotidien le jour. mais seulement si ces désiderata n'épousaient pas l'assentiment du RDPC, il ne battrait pas campagne, parce que ce sont des doléances qu'il a formulées au RDPC. Voici mes recommandations, par exemple, sur la forme de l'État. Je veux que vous intégrez dans votre projet de société, par exemple, le fédéralisme à 10 États. Alors qu'au niveau du programme du projet de société de M. Biya, on parle d'une république unitaire décentralisée. Donc, si ces désiderata ne répondent pas à l'assentiment du candidat RDPC, il a tout simplement dit qu'il va s'abstenir de battre campagne aux côtés de M. Biya. Alors, est-ce que Jean-Jacques Ekindi, le fait d'attendre aussi longtemps qu'il rentre dans le gouvernement aujourd'hui, qui ne lui donne pas, ou tout le monde n'a pas eu la possibilité, mais se retrouve déjà face à cette situation en se proposant de soutenir, d'accompagner le chef de l'État durant ce scrutin, je voudrais dire le président du RDPC durant ce scrutin présidentiel, est-ce que ce n'est pas une occasion ou alors une autre façon de voir les choses? Il ne va pas parler comme Jean de Dieu Momo qui a estimé qu'il n'avait pas la vraie version, il n'avait pas la... il était myope. Il a l'habilité cachée désormais. Non, je pense que Politique Ndjangé disait Achidou Achou. Politique Ndjangé, je pense que quand vous avez tendu la main, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose en retour. Et Jean-Jacques ne s'est pas engagé au hasard. Vous savez qu'il a commencé son militantisme politique au sein du RDPC. Donc ça veut dire que c'est une maison qu'il connaît parfaitement. Même s'il est distant, il a quand même que ses frères, ils sont encore... Et il a encore beaucoup de camarades avec qui il discute pendant longtemps. Donc il est toujours resté proche de ce parti. Même s'il a fait proche, même s'il a créé le MP pour faire le challenge.
Il était chasseur de lion en 92. Il nous a fait comprendre qu'avec la coalition de l'opposition, on a battu le président Paul Biya et ça a marché cette fois-ci. Il a tenté la coalition d'unir les partis politiques d'opposition engagés dans cette présidentielle et ça n'a pas marché. Du coup, il estime que les partis politiques d'opposition ne sont pas à même de parler du président Biya. Sauf que ce qu'il avait dit après avoir écouté tous ces discours, c'est du politiquement correct. Vous savez que le peuple reste celui que l'on manipule comme que l'on veut à sa guise, qu'on exploite pour atteindre le fond que l'on veut en politique. Donc le peuple est le bétail électoral qu'on manipule à sa guise. Donc, revenant sur sa position, il faut quand même dire que ce n'est pas un hasard. Ceux qui ont suivi le discours de Jacques Dekedi depuis un certain temps concernant la crise anglophone, concernant les différents événements, depuis ces dernières semaines, ont compris que la conclusion était évidente. Jacques Dekedi a allé à Yaoundé déclaré en grande pompe pour sa candidature aux élections présidentielles. Et quand on l'attendait, on l'a fouillé au lendemain, après quand on déposait le dossier, partout on ne l'a pas vu. Pourtant, il a abandonné son bastion de Douala. Il a l'habitude de faire ses conférences dans son quartier général à Dedo. Il est parti à Yaoundé le faire à Mondio Vision. Tout le monde attendait sa candidature, on ne l'a pas vu. Pourquoi donc cette spectacularisation, j'y parviens enfin. C'était des signes déjà qui annonçaient... Ça fait partie des autres. J'ai dit bien que depuis 2 ans, j'ai l'habitude de couvrir les conférences de Jacques Dekedi et sa déclinaison s'observait. Mais il fallait être assez avisé pour pouvoir le comprendre. Donc, je peux dire que la conclusion était évidente. Et après, quand vous venez chez Jacques Dekedi, vous ne le voyez pas parmi les candidats à la candidature. Il se pose tête garant de faire la coalition des partis d'opposition, alors que lui-même n'est pas d'abord candidat. On ne comprend pas à quel jeu il veut jouer. Je ne pense pas que si justement estimait qu'il pouvait briguer, il était libre comme les autres 8 candidats à briguer le mandat. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Pourquoi pense-t-il que n'étant pas candidat, il pouvait encore jouer un rôle dans la coalition? Sauf s'il voulait occuper un poste qui ne lui appartient pas, celui d'unir les candidats alors qu'il n'a pas encore le pouvoir de le faire. Du coup, ça fait partie des jeux. Beaucoup ont fait ça comme un jeu, une forme de manipulation pour amadouer ou bien pour endormir les différents candidats aux élections présidentielles. Malheureusement, ceux-là étaient très avertis, n'ont pas cédé à ce jeu, parce qu'ils n'étaient ni candidats pour pouvoir dire ok, mettons-nous ensemble. Ils n'avaient aucun pouvoir sur le plan légitime. Parce qu'il n'est pas candidat. C'est quand vous êtes candidat que vous pouvez dire, ok, unissons-nous forces pour combattre. Mais vous n'êtes pas candidat, vous n'êtes rien. Comment vous pensez-vous que vous avez refusé d'être candidat et vous voulez unir les candidats? Vraiment, c'est un jeu trouble auquel les différents partis n'ont pas cédé. Donc, pour dire que Jacques Dekedi, c'est son choix, c'est tout à fait normal. C'est son choix, il a choisi la décision de soutenir. Oui, ça va beaucoup choquer les Camerounais, les lecteurs et surtout ceux qui attendaient à qu'ils s'associent comme il l'a fait en 92 du côté de l'opposition, pour qu'ensemble ils vont encore faire challenger au président de la République. Mais bon. Mais il s'agit d'un simple soutien à la candidature et le RDPC est libre de rejeter. Le RDPC au moment où nous parlons a besoin de voix. Et ça ne fait qu'il a besoin de soutien. Puisque on parle le RDPC n'accepte pas ces conditions, mais les conditions seront acceptées après l'élection présidentielle. C'est pas maintenant qu'on va l'accepter. Donc du coup, le jeu sera déjà fait. Très bien. Alors, c'est le sprint final, tel que dit signature ce matin, le sprint final, parce que déjà, dès demain, c'est l'ouverture de la campagne avec des partis politiques qui sont déjà à pied d'œuvre pour annoncer les couleurs de ce que chaque candidat devra faire sur le terrain et aussi comment grappiller les voix pour certainement avoir un chiffre, un score aussi important au lendemain du 7 octobre. La campagne s'ouvre effectivement demain. Et hier encore, on a assisté à des alliances, des circonstances. Je citerai par exemple le cas de M. Pendekoka qui fait les choucas de la presse ce matin, le conseiller technique à la présidente de la République qui a préféré rallier M. Kamto. On parlait tout à l'heure du cas de M. Kindi qui apporte son soutien à Biya. Avant ça, il y a eu d'autres ralliements. Du côté vers Akeremouna qui a rallié autour de lui l'AFP et une autre faction de l'UPC. Maintenant, il est question d'aller commander l'électorat, d'aller commander les voix, y aller avec des projets de société, se déployer sur le terrain, malgré la polémique sur les fonds disponibles pour ce déploiement. Je pense que dès demain, déjà, les premiers candidats seront sur le terrain. Je crois qu'on l'annonce du côté de Thibaut Mbari. Et pour Kabal Libi,
il a eu une déconvenue avec son meeting qui était prévu à la cité SICAM, mais d'autres acteurs, il le maintient quand même dans le risque. On en est là tout dans un bras de fer entre l'autorité et le candidat Kaba Libi. D'autres personnes se déploieront du côté de Yaoundé, d'autres iront même jusqu'à Maroua. Je pense que le vin est tiré et il n'appartient plus qu'aux différents acteurs de le boire. Mais seulement on espère qu'avec la tension qui prévaut, pas dans la zone anglophone, mais je parle par exemple de ces crocs en jambe entre candidats. J'espère que l'autorité régalienne, administrative, devra prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas affrontement entre les militants de candidats et qu'il n'y a pas ces envolées verbales que l'on a souvent vu qu'on a vu en 2011 par exemple entre Paul Ayabine et Alben Zongang au stade omnisport de Bipanda où on s'échangeait des propos assez durs parce qu'on s'est retrouvé sur un périmètre pour la campagne électorale. J'espère qu'on n'assistera plus à ce type de spectacle et que les chefs des unités administratives ont pris toutes les mesures pour que la sécurité... Il y a eu ce qu'on appelle le code de conduite. Donc, le code de bonne conduite donc, pour cette élection. J'imagine que tous les candidats, les différents candidats ont eu à signer ce code de bonne conduite durant le scrutin. Merci, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, la dernière de la semaine, la revue du Grand 1. Retrouvons-nous lundi, certainement, avec beaucoup de plaisir. Et aussi, nous vous invitons à passer un week-end excellent et surtout sans excès. Bon week-end à tous et à lundi. Equinox Télévision.